Sur les contreforts du massif du Pilat, entre Lyon et Saint-Étienne, se niche Sainte-Croix-en-Jarret, ou comment une ancienne chartreuse est devenue un village. Alors ce village, on le doit à la volonté très forte d'une femme, Béatrix de Roussillon. L'histoire raconte que, après la mort de son mari, qui est décédé en Terre Sainte, c'était pendant les 8e croisades, elle aurait eu une vision. Je dis bien elle aurait, il faut le mettre au conditionnel. Une étoile lui aurait montré dans le ciel le chemin à parcourir pour aller créer une place religieuse. Elle aurait donc franchi les 9 km entre Châteauneuf et ici, Sainte-Croix, pour venir s'installer, faire construire ce monastère, y vivre et y résider jusqu'à sa mort. C'était en 1307. Nathalie, mon guide dans cette première découverte de Sainte-Croix-en-Jarret, m'apprend que les moines de l'ancienne Chartreuse ont été expulsés pendant la Révolution de 1789. Mais l'ensemble architectural, simplement composé de 2 cours et d'une église, est resté le même, formant l'actuel village. Certains racontent que l'esprit des Chartreux y rôde encore. Alors quand on arrive ici, notre premier contact avec ce lieu, avec ce monastère, c'est le blason qui se trouve là-haut. Qu'est-ce que ça signifie, ce qu'on voit gravé dans la roche là au-dessus? Alors ça, c'est la devise des Chartreux qui est « Le monde tourne, mais la croix demeure ». Le monde tourne, mais la croix demeure. Voilà. Il y aura un sujet de philo. Un petit peu. Ça dit que le temps passe, mais la religion est toujours là. Remontons 800 ans en arrière. Qui vivait ici et comment surtout? Est-ce qu'on peut savoir à quoi ressemblait la vie monacale de l'époque? Parce que ce n'était pas un village, hein, des moines qui résidaient ici. Alors ce quotidien, c'est vraiment une vie de solitude dans le silence. Alors la façade était un petit peu différente puisqu'il n'y avait pas d'ouverture sur l'extérieur. Mais alors ce qui est incroyable, c'est que la façade là qui est ouverte aujourd'hui, elle était totalement fermée. C'était une très belle métaphore. En fait, on était coupé du monde à l'intérieur. Pour mener vraiment la vie d'ermite que souhaitaient les moines pour pouvoir se consacrer à la religion. Les règles de vie des Chartreux n'ont pas de secret pour cette jeune diplômée en histoire de l'art. C'est la première cour qui nous accueille, une cour qui n'était pas réservée qu'aux moines, mais les laïcs avaient également leur place ici. Alors si, c'est quand même la cour des frères, ouais. Mais c'est le seul espace où il y a encore un lien avec l'extérieur. Donc là, c'est la cour des obédiences, puisque c'est son nom. Oui, parce qu'en fait, les obédiences, ce sont les ateliers de production. Et ces ateliers se trouvaient justement de ce côté-ci, où l'on pouvait trouver le forgeron, le menuisier, parce qu'en fait, on avait vraiment une répartition des tâches. Chaque frère avait donc sa propre obédience. Tous les bâtiments sont en pierre de granit et de gneiss de la région. Ces constructions rudimentaires sont à présent de petites habitations privées. Alors, qui étaient les gens qui venaient dans cette cour? Les ouvriers agricoles laïcs qui travaillaient sur un ensemble de terres qui entourait le monastère. Et du coup, ils apportaient leur récolte en guise de loyer, puisque ces terres appartenaient aux moines. Et ces réserves étaient stockées ici, dans ces greniers et celliers. Alors, on est carrément, effectivement, il y a 800 ans. Hein. Le bois, les pierres, tout nous ramène vraiment à une autre époque. Même l'odeur, d'ailleurs. Hein. Oui. C'est assez étonnant. Et alors, combien de moines vivaient ici, dans ces murs? Une quinzaine de frères environ, et puis 12 pères, donc peu nombreux finalement, malgré que l'espace est quand même très grand. Mais c'est leur souhait pour pouvoir vraiment mener la vie d'ermite. Agréable dans ce cadre, hein, quand même. Mm. C'est ce que je pense? Et oui, ce sont donc des latrines, donc on voit bien le petit trou, donc système assez rudimentaire parce que ça permettait ça tombe juste ici, puis ça permettait de faire du fumier. Directement du producteur au consommateur, c'est un petit peu du développement durable, mais il y a 800 ans.
maçon rénove le mur d'enceinte de la forteresse. Le travail des vieilles pierres semble avoir façonné en lui l'allure et la sagesse des moines. J'appelle ça le pinceau à bénédiction. À la fin d'un chantier comme ça, quand on fait de la restauration, il faut essayer de faire en sorte que notre passage ne se voit plus au bout de quelques temps. C'est ce qui fait peut-être l'âme aussi d'un bâtiment, c'est que à la suite d'ajouts et de génération en génération, on trouve une âme à une cité ou une construction. Paraît-il qu'il faut au moins 100 ans. Là, on va quitter la cour, c'est-à-dire l'endroit commun, pour aller dans l'antre du monastère. Là, déjà, c'était un endroit privilégié. Tout le monde ne pouvait pas aller jusqu'ici. Voilà, il n'y avait uniquement que les religieux, que les chartreux. Que là, donc, on rentre dans la zone cénobitique. Traduction, cénobitique? Alors, ça veut dire zone communautaire, en fait. C'est ici que les frères et les pères vont se retrouver. Dans cet espace, il va y avoir la cuisine, le cloître, etc. Ce qui est hyper impressionnant là, c'est qu'on vient de perdre 10 degrés entre la cour, très chaude, et cet endroit-là, cet espace très frais. Oui, et l'hiver, donc, c'est pire. Et là, on peut vraiment s'imaginer au temps du monastère. C'était même, alors, non seulement très, très froid, mais en plus très sombre, puisque c'était couvert sur toute la longueur. On voit le démarrage des voûtes. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est d'avoir le point de vue du drone qui n'est pas très loin et qui va nous montrer l'endroit tel qu'il est aujourd'hui, ouvert sur le ciel. La ruelle était autrefois fermée par des passages surélevés. On y entreposait les réserves des frères, le blé et la farine produites par le moulin en contrebas de la Chartreuse. Aujourd'hui, le moulin est devenu une ferme et l'on y trouve un élevage de chèvres. C'est l'occasion, en rejoignant Paul, l'éleveur, d'avoir un autre aperçu sur le village. Ah ouais, la vue ici est quand même fondamentalement différente, hein. C'est magnifique. Alors ici, on a toute la façade ouest du monastère, hein, avec les cellules des moines, hein, et puis leurs jardins, des jardins suspendus en fait. Et les moines donc cultivaient la terre, cultivaient leur jardin pour se nourrir. C'est important ce que vous dites, c'était la continuité de l'ermitage. Donc ils étaient seuls dans leurs cellules et même quand ils jardinaient, il ne fallait pas qu'ils voient les autres. Donc ils vivaient en autarcie, mais voilà, individuelle. Tout à fait. De son jardin, on ne peut voir personne, hein, surtout pas son voisin. C'était la vie qu'ils avaient choisie. Les habitants d'aujourd'hui se sont réappropriés les jardins des frères, les transformant au gré de leurs envies en aires de jeu, de farniente ou à nouveau en potager. On joue pas au foot, on se fait des passes aux pieds. Mais tous n'ont pas la main aussi verte que cette femme de 97 ans. Et chaque année, Paul, avec son tracteur, donne un coup de main aux rétifs de la pioche et du râteau dans le potager commun. Bêcher est toujours quelque chose de pénible et long, alors que là, en 1 heure, je vais avoir retourné tout le carré et ce sera fait, quoi. Donc voilà. Pour un jour, eh bien oui, je me transforme un peu en frère, hein. Je suis celui qui va retourner la terre pour rendre le secteur plus joli, plus agréable, avec un potager où chacun viendra chercher ses légumes pour l'année, quoi. Les soirs d'été, une vingtaine d'habitants, la moitié de la population, investit la place du village pour des apéros improvisés. Plutôt que de vous inviter les uns chez les autres, vous vous retrouvez ici. Dans la partie commune. C'est ça, ouais. On s'invite dans la partie commune. On peut dissocier 2 lieux. Il y a la cour et il y a les jardins. Les jardins qu'ont les gens derrière les maisons, où suivant les hauteurs, on est plus ou moins suspendu. Par exemple, dans mon cas, je suis dans mon jardin, je suis dans la canopée des noyers
de la famille Larderet. Je suis désolé, moi je rentre du boulot, je suis crevé, je me pose le soir, en 5 minutes j'ai oublié ma journée. Ma journée de boulot, je suis bien, je respire. Et on se met là, on reste dans la cour, il y aura tout de suite quelqu'un pour venir vous dire bonjour, pour vous raconter un truc, pour passer un moment agréable. Et puis pour les petits, c'est super, quoi. C'est vraiment c'est un lieu c'est un lieu de jeu. Et puis ici la petite ou Arthur, ils ont tous les deux une dizaine de nounous, on va dire. Et surtout, ils ont un terrain de jeu à l'échelle du village, en fait, c'est ça. Ah bah oui, toute la cour et puis tout le village peut leur appartenir pour jouer. Mais est-ce que vous arrivez à réaliser la vie qu'il y avait ici avant? Parce qu'on est quand même dans... C'est un musée à ciel ouvert, cet endroit. Je trouve qu'on a un petit peu la même vie, parce qu'on a une vie communautaire avec les autres. Ouais. Quand on passe dans nos jardins, on a une vie de solitaire. Ah. Pas solitaire en famille, mais... Donc vous choisissez... C'est au choix. Il y a un côté de la maison où c'est la vie monacale Oui. et l'autre côté où c'est la vie communautaire. Un peu, oui. Pas monacale, je sais pas si on peut appeler ça monacale, parce qu'il se passe des choses dans ces maisons qui ne s'est jamais passé pendant 500 ans, je suppose. Quoi donc? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Enfin, j'imagine. Comment ça, vous n'avez pas tous fait vœu de chasteté ici? La preuve, il y a des enfants. Il y a beaucoup. La nuit, les ombres de l'ancienne vie contemplative de la Chartreuse se mêlent à mon sommeil, rappelant la spiritualité originelle du lieu. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Gérard. Cet ingénieur, devenu guide, me conduit dans les vestiges de la chapelle d'origine. C'est là que se trouve le joyau de Sainte-Croix. Voilà, c'est ici, en haut. Les peintures murales qui ornent la chapelle funéraire de Thibaut de Vassalieu sont un véritable chef-d'œuvre du XIVe siècle. Quand vous regardez cette fresque, vous avez l'œil qui brille, c'est Oui, un endroit que vous adorez. oui, pour moi, ces peintures sont absolument magnifiques. On a une frontière en fait entre l'art byzantin, l'art moyenâgeux, un art un peu sombre où les personnages sont représentés de face ou de profil, et puis la Renaissance qui arrivera un petit peu plus tard. Et c'est vrai qu'à travers ces peintures, il y a beaucoup de symboles qui sont pris d'un côté ou de l'autre. Côté byzantin, côté Moyen-Âge, on a toutes ces symboliques de la taille des personnages qui sont clairement en fonction de leur importance. Tous les moines qu'on voit là qui sont tous absolument égaux en fait. Signe de l'égalité chez les Chartreux, c'est une particularité des Chartreux, ça, il n'y a pas réellement, il n'y a pas d'abbé, chez les Chartreux, il n'y a pas un Chartreux qui est au-dessus des autres, qu'on appelle l'abbé. C'est d'ailleurs pour ça qu'une chartreuse ne s'appelle pas une abbaye, ça s'appelle un prieuré. Donc tous les chartreux sont rigoureusement de la même taille. D'ailleurs, la légende dit que si on les compte, on a exactement le même nombre de chartreux qu'il y avait à Sainte-Croix. La vie de ces chartreux représentés ici en procession m'intrigue. La visite se poursuit avec Gérard dans la cour des pères, devenue la cour de récréation de l'école. Ce qu'on a sous les yeux, c'était réservé exclusivement aux moines qui vivaient là. Oui, aux moines, aux pères chartreux qui vivaient ici, tout autour. On a tout autour de cette cour ce qu'on appelle les ermitages. Il y avait 14 ermitages, habités par au maximum 14 moines. Il y avait également un cloître, un grand cloître qui faisait le tour. Tout ça, en fait, a été modifié à la Révolution par les habitants, puisque la Chartreuse ayant été vendue, les anciennes cellules, les anciens ermitages sont devenus des appartements. Et alors, au-dessus de chacune des portes, il y a un écusson. Oui, alors ces écussons, en fait, datent évidemment du temps des moines. Il y avait simplement une lettre qui était peinte dessus et qui identifiait la cellule. Et celui-ci, il est singulier. Il y a, en plus de l'écusson, une fresque au-dessus. Qu'est-ce que ça raconte ? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est le bas-relief. Il représente un chartreux, peut-être, sûrement Saint Bruno lui-même, qui médite sur la mort. Donc il tient ce crâne. Saint Bruno discute en quelque sorte avec le crâne, et on peut imaginer que le crâne dit « J'étais ce que tu es, tu seras ce que je suis ». Donc au-delà de la mort, il y a toujours quelque chose. Voilà, c'est le derrière. message qui transparaît à travers cette sculpture.
Alors là, on arrive à un ermitage qui a été reconstitué pour pouvoir le faire visiter. Et ce qui est intéressant, entre autres, c'est cette petite ouverture, on appelle ça un guichet, qui permettait de donner au père ce dont il avait besoin, notamment ses repas. Mais ça pouvait être aussi des livres, des médicaments, enfin ce dont il avait besoin. Et vous pouvez constater qu'il est en zigzag, il est en quinconce, ce qui est un symbole pour que le regard ne se croise pas. Donc on pouvait le nourrir, mais on évitait tout contact physique et même visuel. Donc, absolument, tout à fait. Et on va aller découvrir à quoi ressemblait cette bulle. Ça coince un peu. Attention à la tête. Merci. Donc voilà, on est ici dans ce qu'on appelle le cubiculum. C'est un mot latin qui veut dire la chambre, en fait. Cubiculum. Cubiculum, ouais. C'est la chambre, c'est l'endroit où il dort. On retrouve une stalle dans laquelle il peut prier. Il mange ici, face à la lumière, face à la nature. Sur cette table, là? Sur cette table, oui, on appelle ça un réfectoire, sur cette table. À une certaine époque, ils étaient debout, puis après, ils se sont assis. Et voilà le panier qui permettait de lui apporter ses repas. Les repas étaient préparés, oui, tout à fait. Les repas étaient préparés à la cuisine, ils étaient déposés à l'intérieur. Et puis un frère venait déposer ce panier. Et derrière, une autre pièce? Oui, absolument, on y va. Suite de la visite. C'est immense. Ah oui, 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 c'est très très grand, effectivement, puisque... Est-ce qu'on n'est pas loin de l'idée qu'on se fait de l'ermitage? Moi, j'imaginais, je vais exagérer, mais une cave, 12 mètres carrés, pour vivre en ermite. Non, ça serait une prison, en fait. Le chartreux, le moine chartreux a de l'espace. Il vit seul, c'est un ermite, il vit seul, mais il a beaucoup d'espace. Ici, c'est ce qu'on appelle le promenoir. En fait, le promenoir ou le déambulatoire, c'est un lieu qui lui permet de déambuler, donc il a besoin quand même d'un minimum de place, c'est-à-dire de marcher en priant, chose qu'il ne fait pas dans le cloître comme dans d'autres ordres, toujours pour la même raison, c'est un ermite, il a donc tout ce qu'il faut dans son ermitage ici. Alors voilà, ici on est dans les stalles, on est assis sur ce qu'on appelle des miséricordes, qui permettaient aux moines d'être assis ou debout, tout en se reposant un petit peu pendant les longues périodes où ils devaient rester debout pendant l'office. Donc là on était assis, mais on va se mettre debout, vous allez voir. On peut, moi je suis un petit peu grand, ça marche pas très bien, il faut avoir une taille à peu près. Voilà, là on est à peu près debout, tout en se reposant, ça leur permettait donc d'avoir des très longues périodes. On retrouve ça dans d'autres ordres, on retrouve ça dans d'autres églises bien sûr, c'est quelque chose de classique. Par contre, ce qui est un petit peu moins classique, ce sont ces petites cloisons, ces parcloses. Les chartreux ayant une vie érémitique, une vie d'ermite, ça leur permet, même quand ils sont à l'église, symboliquement, d'être séparés les uns des autres. Donc même ensemble, ils sont chacun isolés. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'autre bout de l'église, dans la partie qui était réservée aux frères, eh bien, on voit très bien qu'il n'y a pas ces petits panneaux, tout simplement parce que les frères n'ont pas cette vie d'ermite aussi marquée, autant marquée que les pères. Dans le cloître, un homme attire mon attention. Claude se dit magnétiseur, sensible aux ondes de la Chartreuse. Il y a un truc là apparemment. C'est mon appareil qui fait ça ou vous avez trouvé autre chose? Non, je voudrais pas vous dire de bêtises. Quand vous avancez là, il y a une perturbation et vous la sentez avec les baguettes, c'est ça? Tout à fait. Qu'on comprenne bien, on est à l'intérieur du monastère. Cet endroit-là, c'est pas un lieu anodin dans lequel on se trouve. Pas du tout. C'est l'ancien cimetière des frères qui ont été enterrés ici après la Révolution. Et ils ont tous été enterrés là, ils paraient les uns sur les autres. C'était presque une fosse commune. C'était pas un vrai cimetière. Et alors, ici, dans ce lieu qui a quand même 800 ans d'histoire, on dit que certains prêtres auraient leur âme qui serait toujours en train de rôder dans ces pierres. Est-ce que ça, vous arrivez à le ressentir? Je le sens parce qu'ils savent que je suis passeur d'âme. Vous n'êtes pas? Passeur d'âme. Ah, en un mot, passeur d'âme. D'accord. Je suis pas chasseur de fantômes. C'est très vulgaire, ça. Je suis passeur d'âme. D'accord. Je commence à bien comprendre ce village et il y a une question qui me taraude. En fait, les moines étaient là. On a l'impression que leur seul échappatoire, c'était la mort. Est-ce qu'il y avait d'autres moments de liberté dans cette vie d'ermite? Oui, puisque une fois par semaine, le lundi, les moines sortent. Ils sortent du monastère, ils montent jusqu'au Grand Son, il y a 1000 mètres de dénivelé.
Ça leur permet justement de s'échapper un petit peu, de discuter entre eux. C'est un des rares moments où ils peuvent parler. On appelle ça le spatiement. Ils restent dans ce qu'on appelle les limites du désert. Le désert étant cette zone qui entoure la Chartreuse et dans lesquelles, à l'origine, les Chartreux étaient seuls. Désert qui était d'ailleurs borné, qui était très clairement délimité par des croix. Certaines de ces croix existent encore. Et alors, à propos de ce fameux désert, justement, il y a un endroit, paraît-il, justement, entre guillemets, magique là-bas. Oui, les roches de Marlin. Ouais. Certains y prêtent des vertus magiques et surnaturelles. On va les vérifier, alors, c'est un peu de magie. On va aller voir ça, oui. Là, ce chemin qu'on est en train de faire, c'est le même que celui que faisaient les moines pour aller jusqu'au fameux rocher magique. Oui, tout à fait. Si ce n'est que nous, on le fait en toute décontraction, alors qu'eux avaient interdiction totale d'avoir contact avec un laïc à cette époque. Oui, c'est pareil, c'est toujours un petit peu au niveau du symbolisme. Ici, on n'est pas vraiment sur leur terre, donc il pouvait y avoir des cultivateurs, il pouvait y avoir des paysans. Mais effectivement, le jour du spatiement, le lundi, les laïcs évitaient d'être sur la route des Chartreux. Il y a un peu de magie dans l'air, là, non? On se rapproche des pierres? On se rapproche des pierres, oui, on n'en est pas bien loin. On arrive dans ce lieu qu'on appelle les roches de Marlin, voilà l'un des premiers rochers, qui serait une zone druidique, mais donc bien avant les Chartreux. Si je la touche, pour l'instant, on ne me dit pas grand-chose. Peut-être que les autres seront plus bavardes. Il y en a une qui chante, d'ailleurs. Il y en a une qui chante, on va aller la voir. Enfin, c'est elle. C'est elle, la pierre qui chante ou la pierre enchantée. En fait, c'est une pierre qui, de par sa forme, peut siffler quand le vent vient d'une certaine direction. Donc de pierre qui chante, c'est devenu une pierre enchantée. Bon, cela dit, c'est une pierre intéressante parce que, comme vous le voyez, elle a une forme un petit peu d'autel. Elle est très atypique, on a l'impression qu'elle a été posée là. Enfin, Oui, absolument. Elle a été également probablement sculptée. On voit très bien ce qu'on appelle des cupules avec des rigoles qui permettaient d'évacuer l'eau ou peut-être du sang. Donc de là à penser qu'il y a eu des sacrifices, des rituels. C'est rassurant tout ça. Des sacrifices humains, animaux Après, ce sont les pratiques druidiques. On peut y mettre un petit peu tout ce qu'on veut. Est-ce qu'il n'y a pas là un décalage entre ces potentiels sacrifices humains, cette époque druidique, et ce que venaient y chercher les moines? Bien sûr. Alors il faut voir qu'on n'est pas du tout à la même époque. C'est pas non plus du tout la même réalité historique. Autant on est absolument certain qu'ici il y a des Chartreux à partir du XIIIe siècle, autant ces pratiques druidiques restent quand même auréolées d'un certain mystère. Cela dit, les religieux dans de nombreux endroits ont détruit ce genre de site. Ici à Sainte-Croix, faut croire que ça s'est mieux passé. Mais ce sont effectivement deux croyances totalement différentes, totalement opposées. Je vais essayer d'immortaliser celui-là. Stylé. Il me regarde bizarrement d'ailleurs, hein. Je suis pas rassuré là. Il y a un mot qui est très important. Quand vous l'avez vu, vous avez dit c'est la pierre qui chante ou la pierre enchantée. Oui. Alors à l'oreille, effectivement, ça sonne un peu de la même manière. La pierre qui chante, c'est celle qui siffle quand le vent passe. Enchantée, c'est dans le côté plus ésotérique, c'est-à-dire qu'on dit que si on s'allonge sur la pierre, il y a des bonnes vibrations qui remontent et puis pendant quelques heures, on a une certaine ivresse, c'est ça? On dit aussi que simplement, si on la touche, si on s'allonge, c'est encore pire, on peut devenir fou. Hein. Ah. Alors, trop tard. Alors, on va voir si je deviens fou. Ouais, je me recule un peu peut-être. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? Ces lieux où se mêlèrent culte païen et religion chrétienne ont été balayés par la Révolution. Les moines se sont alors réfugiés en Suisse, en Bavière ou dans le massif du Pilat. Mais ici flottera toujours un peu de l'esprit contemplatif et mystique des Chartreux.
Dès lundi, Emmanuel repart pour nous faire partager l'esprit de Villefranche de Conflans dans les Pyrénées-Orientales. Mais pour l'heure, voici Xenius qui enquête sur la place qu'occupent les animaux dans notre vie. Votre soirée de vendredi. 20h35, le pianiste Lang Lang fête ses 30 ans en direct de Berlin et sur Arte. Quel cadeau il nous fait. 22h35, l'homme qui sautait par-dessus les voitures. Son magnétisme est tel qu'on le suit dans cette étrange fiction.